Bonjour. Nous avons précédemment mis en évidence l'augmentation de rugosité du lit induite par la présence de formes de fond. Dans cette séquence, nous allons appliquer ce concept à la relation entre la profondeur d'eau et le débit dans une section et voir en quoi ces formes de fond influencent cette relation. Nous savons en effet qu'il est plus facile de mesurer un niveau d'eau en rivière qu'un débit. Ce dernier est d'ailleurs souvent obtenu de manière indirecte à partir d'une courbe de tarage, c'est-à-dire une relation qui lie le niveau d'eau mesuré au débit pour lequel on peut observer ce niveau d'eau. Pour que la relation entre la profondeur d'eau et le débit soit univoque, l'idéal est d'établir la courbe de tarage au droit d'une section autour de laquelle on peut faire l'hypothèse que l'écoulement est proche de l'écoulement uniforme, quel que soit le débit. Ainsi, la relation décrivant la courbe de tarage correspondra à l'équation de l'écoulement uniforme rappelée ici. Pour rappel, on peut établir une courbe de tarage de deux manières différentes. Si on dispose d'un nombre important de mesures de profondeur d'eau et de débit, ces dernières étant réalisées au moyen d'instruments indépendants, moulinets, hélices, bateaux de jaugeage, on peut obtenir un graphique comme celui qui est présenté ici. Les points mesurés peuvent être décrits par une courbe qui constituera notre courbe de tarage. Cette courbe sera en principe proche de la courbe théorique de l'écoulement uniforme si cette hypothèse est effectivement valide. Il suffira alors de lire le niveau d'eau et donc la profondeur pour, à partir de la courbe, déduire le débit du cours d'eau. Si on ne dispose pas de suffisamment de mesures de débit, on peut établir une courbe théorique à partir de la relation de l'écoulement uniforme pour la section considérée. Cela implique de connaître la forme de la section et de pouvoir en estimer la rugosité, exprimée ici à partir du coefficient de Manning. On obtient alors une courbe de ce type-ci. L'idéal est évidemment de vérifier à intervalles réguliers que la courbe reste bien valide, en la confrontant à des mesures simultanées de profondeur et de débit. Si ces points mesurés s'alignent correctement sur la courbe, c'est bon. Sinon, certains éléments sont sans doute à remettre en question, comme par exemple le coefficient de rugosité. C'est là que nous allons revenir à nos formes de fond. En effet, nous avons vu que leur apparition pouvait se traduire par une augmentation significative de la rugosité du lit, donc du coefficient de Manning. Dans cette séquence, nous allons donc voir comment on peut construire une courbe de tarage en tenant compte de ce phénomène. Pour cela, nous allons nous servir du diagramme de Engelund et Hansen que nous avons vu précédemment et qui est rappelé ici, pour quantifier l'effet d'augmentation de rugosité. Pour rappel, dans ce diagramme, on distingue trois régions. En bleu, la région d'apparition des dunes, en rouge, les antidunes, et entre les deux, en vert, la zone de transition où le lit redevient plat. Prenons l'exemple d'un cours d'eau à section trapézoïdale dont les berges sont recouvertes de béton et dont le fond est constitué de grains d'un diamètre de 0,35 mm. Nous allons essayer d'établir une courbe de tarage pour cette section, c'est-à-dire une relation entre la profondeur d'eau et le débit. Cependant, en raison de l'allure particulière du diagramme de Engelund et Hansen, la relation que nous allons établir entre la profondeur d'eau et le débit ne s'obtient pas de manière directe. Nous allons donc procéder par étapes et construire la courbe point par point. Commençons par choisir, de manière tout à fait arbitraire, une valeur du rayon hydraulique R'B, qui est le rayon hydraulique du lit lié à la rugosité des grains. Pour cette valeur de R'B, nous pouvons calculer taux B étoilé. Et nous pouvons également déterminer U étoilé B à partir de la formule rappelée ici. Ensuite, en utilisant l'expression du profil logarithmique de vitesse, nous pouvons calculer la vitesse moyenne U. L'utilisation de la formule requiert également l'évaluation de paramètres dont les valeurs vous sont données ici pour nos cas particuliers, afin que vous puissiez refaire les calculs. On trouve donc une vitesse moyenne de 0,734 mètres par seconde. Utilisons maintenant le diagramme d'Engelund et Hansen. Comme taux étoilé B a une valeur inférieure à 0,55,
nous sommes dans la zone bleue du diagramme, soit la zone des dunes. Nous pouvons donc en déduire la contrainte de cisaillement adimensionnel total sur le lit, taux étoilé B, qui vaut 0,443. En utilisant la définition de cette contrainte de cisaillement adimensionnel, nous pouvons calculer le rayon hydraulique lié au lit RB. Connaissant RB et la vitesse moyenne U, nous pouvons en déduire le coefficient de Manning équivalent du lit NB, c'est-à-dire une valeur du coefficient de Manning qui représente à la fois la rugosité des grains et l'effet de rugosité additionnelle dû aux formes de fond. Il est intéressant de comparer cette valeur à la valeur qu'on obtiendrait en appliquant par exemple la formule empirique de Rothe-Kivy, qui lie le coefficient de Manning au diamètre D65 des grains. On obtient ainsi une valeur de 0,011, bien inférieure à la valeur de 0,025 calculée en tenant compte de l'apparition des formes de fond. Poursuivons maintenant en calculant le rayon hydraulique lié aux parois. Celui-ci peut s'obtenir de deux manières différentes, soit directement à partir de l'équation de l'écoulement uniforme, en considérant le coefficient de Manning des parois, soit à partir de la formule liant les rugosités et les rayons hydrauliques. Enfin, pour calculer la profondeur d'eau H, nous allons nous servir de l'hypothèse d'Einstein selon laquelle l'air mouillé total de la section est la somme de l'air mouillé lié au lit et de l'air mouillé lié aux parois. Les différentes aires mouillées peuvent être exprimées en fonction des rayons hydrauliques et des périmètres mouillés, et donc aussi en fonction de la profondeur d'eau. On obtient ainsi une équation du second degré en H qu'on peut résoudre pour trouver une profondeur de 2,648 mètres. On en déduit l'air mouillé de la section complète qui vaut près de 83 mètres carrés. Pour terminer, on obtient le débit en multipliant l'air mouillé par la vitesse moyenne sur la section. Nous avons ainsi calculé un premier point de notre courbe hauteur-débit. En répétant cette procédure pour différentes valeurs de R'B, on peut construire la courbe QH point par point. Les points présentés ici couvrent la zone des dunes. N'hésitez pas à vous entraîner en refaisant les calculs à partir des valeurs de R'B du tableau. Si on poursuit l'application de la même procédure, on peut couvrir tous les régimes de forme de fond et obtenir le diagramme présenté ici. On retrouve bien la zone de transition après les dunes, où nous avions identifié une incertitude dans le diagramme d'Engelund et Hansen. En effet, pour certains débits, compris ici entre 200 et 400 m3 par seconde, on peut soit déjà se trouver dans la zone du lit plat, soit encore se trouver dans le régime des dunes. Il faut toujours bien garder à l'esprit que toutes ces courbes sont basées sur des observations empiriques et les transitions entre régimes ne sont jamais marquées de manière très nette. Intéressons-nous maintenant de plus près à l'effet des formes de fond. On a représenté ici en rouge la courbe de tarage que nous venons de calculer, et la même courbe, en bleu, calculée de manière classique à partir de l'équation de l'écoulement uniforme et d'une rugosité équivalente, obtenue à partir de la relation d'Einstein combinant les rugosités de fond et de paroi, sans tenir compte de l'apparition de formes de fond. Par exemple, si on observe une profondeur d'eau de 4 mètres et qu'on a établi la courbe de tarage bleue, sans tenir compte de l'apparition possible de dunes, on déduira un débit de 233 m3 par seconde. Par contre, si on a tenu compte de l'apparition de dunes, on déduira de la mesure que le débit vaut seulement 127 m3 par seconde, soit une valeur bien inférieure. On voit donc que, si on soupçonne l'apparition de formes de fond, les courbes de tarage sont à manier avec beaucoup de prudence. On peut légitimement se poser la question de savoir si l'effet des formes de fond est important en pratique ou s'il s'agit davantage d'une anecdote de recherche scientifique. Eh bien, lors d'une crue importante en 1983 sur le Rio Paraná en Argentine, des dunes d'une amplitude de 7 mètres se sont formées dans le lit du fleuve, mettant à nu une portion du tunnel qui relie les villes de Santa Fe et de Paraná
situés de part et d'autre du fleuve. Or, ce tunnel avait été dimensionné en considérant qu'une couche de sable de 4 mètres était nécessaire pour le maintenir en place. En raison de l'apparition des dunes géantes, la couverture du tunnel n'était plus assurée et il s'est mis à flotter, porté par la poussée d'Archimède. Il a fallu d'urgence y faire entrer des poids lourds pour contrer cette poussée et éviter la rupture de l'ouvrage. Nous voici au terme de cette leçon. Je vous invite à essayer de refaire les exemples pour vous entraîner. Bon travail!